Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir sur ce nouveau live métier My Future. Je me présente, je suis Marion, je suis animatrice chez My Future. Et My Future, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre 14 et 24 ans avec voilà, leur orientation, leur avenir professionnel, à les mettre en contact avec le monde du travail. Alors aujourd'hui, je ne serai pas toute seule. On est ici dans le cadre du programme Industrie des possibles et on sera avec EDF. Ce live a été permis par la région Normandie, donc merci beaucoup à la région Normandie. Et on aura en intervenant Julien et Colline, mais avant ça, on a une petite vidéo. Le chantier école est un atelier pédagogique qui reproduit à l'identique une partie d'une centrale nucléaire. Il symbolise la réalité d'exploitation. Créé conjointement par EDF, l'Éducation nationale et la région Normandie sur le site du lycée Émulation Diepoise, le chantier école permet aux salariés d'EDF d'acquérir et de maintenir les compétences de travail en qualité et en maîtrise des risques conventionnels et radiologiques. Au lycée, les élèves et les apprentis sont formés aux mêmes exigences que les salariés d'EDF. Cet outil est incontournable pour travailler dans une centrale nucléaire. Le chantier école est organisé en 2 zones de formation. La première zone est consacrée à la mise en application des compétences de qualité. L'objectif est de garantir une amélioration continue du process. Le but de la qualité est de donner confiance. L'idée est d'écrire ce que l'on va faire et faire ce qu'on a écrit. Les gestes professionnels sont tracés et bornés par des contrôles techniques et réglementaires. Pour garantir une amélioration continue, il faut aussi traiter les anomalies, les écarts et alimenter le retour d'expérience. La communication est le pivot de la qualité. Toutes les informations, bonnes ou mauvaises, doivent circuler. Sur le chantier école, les intervenants apprennent à se repérer et à circuler en sécurité dans les locaux. Les interventions sont exécutées par les équipes conformément au plan qualité. Le DRT, dossier de réalisation de travaux, regroupe toutes les procédures et documents nécessaires à l'intervention. Les équipes apprennent à analyser les risques, obtenir les autorisations, s'occuper de l'organisation matérielle des chantiers, réaliser les travaux phase par phase en respectant scrupuleusement le plan qualité ainsi que les points d'arrêt pour des contrôles. Contrôles qui sont indispensables pour détecter d'éventuelles erreurs humaines. Essais avec démarrage de l'installation afin de requalifier le matériel pour qu'il soit de nouveau disponible pour l'exploitant. À la fin des interventions, il est obligatoire de remplir le REX, le retour d'expérience. On fait tous des erreurs, même si on a la volonté de bien faire. Sur un CNPE, ces erreurs humaines peuvent avoir des conséquences catastrophiques. EDF demande donc à tous les intervenants d'utiliser les PFI, pratiques de fiabilisation des interventions qui sont travaillées sur le chantier école. Tous ces éléments permettent de passer à la formation SCN1 obligatoire pour travailler sur une installation nucléaire. La seconde zone est celle de la radioprotection et de la maîtrise des risques, la zone nucléaire. Dans cette zone, les interventions sont diverses et variées. Des simulations de risques de travail en hauteur, de risques ATEX, d'anoxie et tous les risques liés à la radioactivité sont mis en œuvre. C'est la zone en centrale qui est la plus proche du réacteur. Les enjeux radiologiques y sont donc importants. L'intervenant doit d'abord se protéger de l'irradiation. Pour cela, il doit mesurer les rayonnements dans sa zone de travail pour maîtriser sa dose. Il doit être protégé d'une éventuelle contamination. Pour se protéger, il faut d'abord apprendre à s'habiller. L'intervenant doit se changer pour accéder en zone contrôlée et porter une tenue de circulation. Cette tenue devra rester propre radiologiquement. En fonction de la situation de travail, pour se protéger de la contamination surfacique, les intervenants ajouteront des tenues complémentaires comme des gants, des surchaussures, des surtenues. Lorsque la contamination devient volumique, il faut une protection respiratoire. Et pour les conditions les plus dégradées, on utilise une TEV, tenue étanche ventilée. À la sortie, là aussi, le contrôle est présent pour le déshabillage et au portique. Dans cette zone, l'accent est mis sur le travail en équipe, la protection de l'environnement. Outil pédagogique incontournable, le chantier école permet de former les apprenants à tous les scénarios, à simuler les risques, à perfectionner le geste professionnel et à développer les compétences attendues.
Le chantier école permet de comprendre les phénomènes physiques, d'acquérir et d'entretenir le geste technique, d'illustrer et de progresser sur les méthodes de travail individuelles et collectives grâce aux apports théoriques entrecoupés d'études de cas et de mise en situation d'intervention. C'est un lieu de formation au plus près de la réalité. Il est gage d'une formation de qualité pour toujours plus de sécurité pour les intervenants, les installations et les lycéens et apprentis qui intégreront demain le domaine nucléaire. Nous voilà de retour sur ce live métier. Alors, quelle vidéo! C'était hyper impressionnant. On va voir à quoi ça correspondait et qu'est-ce que c'était. Donc, je suis, comme je vous le disais, avec Julien et Colline. Julien et Colline, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ça va bien? Vous vous sentez prêts à faire ce live ensemble? Bien sûr. OK, super. Alors Julien, toi, tu es pilote d'affaires RH. On va regarder un peu plus tard, à quoi ça correspond et Colline, tu es alternante technicienne, mais petite particularité, tu es en bac pro a actuellement, tu n'es pas, en études supérieures? C'est ça. OK. Tu nous expliqueras un petit peu, comment ça s'organise, à quoi ça correspond, tout ça? Oui. Et la vidéo qu'on vient de voir, c'est une vidéo du coup de ton lycée, c'est bien ça? Oui. OK, super. On va regarder ça ensemble, juste après. Je vous propose de commencer ce live ensemble. Alors nous, on aime bien commencer par simplifier les choses. Donc, par exemple, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier comme si tu l'expliquais à ta grand-mère? Donc avec des termes simples et en quelques phrases, vraiment faciles. Ouais, pas de souci. Alors, déjà, bonjour à tous. Effectivement, donc moi, je suis ce qu'on appelle un pilote d'affaires RH. Alors, il y a plein de libellés différents, peu importe. En gros, moi, ici, mon travail sur la centrale nucléaire de Palbel, c'est de faire en sorte, d'abord et avant tout, que les différents services aient les bonnes personnes avec le bon niveau de compétence au bon Mmh. endroit et au bon moment. Le but, en fait, c'est de OK. faire en sorte que l'installation, elle fonctionne tout le temps, avec des salariés qui sont bien formés, pour réaliser, les différentes activités qu'on a à faire et qui nécessitent, certaines formations, certaines compétences. Voilà, donc ça, c'est ma mission principale. Pour OK. faire ça, j'ai une mission encore à côté. Je suis responsable du recrutement, donc de nos salariés en CDI, de nos CDD, mais également, de tout ce qui va être, nos alternants et nos stagiaires. Donc mon OK. rôle là-dessus, c'est de définir les orientations, on va dire, politiques de l'unité, les partenariats qu'on a à conclure avec, les différents établissements, dont celui de Colline, par exemple. Mmh. Et enfin, ma troisième mission, c'est, un peu en lien avec les 2 premières. Je suis là pour aider aussi nos salariés qui sont déjà présents et qui travaillent, sur le CNPE, donc sur la centrale, à définir ou à redéfinir leur projet professionnel à certains moments de leur carrière. Il y a des gens qui, OK. arrivés à 45-50 ans, ont envie de changer de voie, mais ça se prépare, ça se travaille. Donc voilà, mon rôle, c'est de les aider à faire ça. OK, super, merci beaucoup. C'était très clair et très intéressant. Colline, quant à toi, est-ce que tu peux nous expliquer aussi rapidement, simplement, ton bac et ton alternance? Qu'est-ce que tu fais dans ton alternance? Après, on va voir ça plus en détail, mais très simplement, ça consiste en quoi? Donc là, bonjour à tous déjà. Je suis, en terminale bac protine, technicienne d'intervention sur installation nucléaire. Donc, OK, cette filière consiste à, globalement, à, de la chaudronnerie, la robinetterie, l'électricité, radioprotection, la maintenance et OK. il y a plein de métiers, du coup, nucléaires et du coup, c'est pour ça que je suis là, ici Que tu es présente. là, ça t'y prépare, quoi. Voilà, c'est ça. OK, super, on va aller regarder ça un petit peu plus en détail. Julien, en quoi consiste ton métier? Donc on aime bien, maintenant qu'on sait à peu près, sur le plan plus large ce que tu fais, on va aller creuser un petit peu, regarder quelques détails de ton travail. Alors déjà, il y a un aspect, gestion prévisionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire gestion prévisionnelle? C'est ça. Alors, dans le jargon technique, le langage technique des ressources humaines, on appelle ça la GPEC, donc c'est-à-dire la gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences. Ok. C'est ce que j'expliquais. Mon boulot, en fait, c'est d'intégrer tout ce qui peut venir impacter l'activité d'une centrale nucléaire, donc l'évolution de la loi, l'évolution des techniques, les projets également. Donc là, on entend régulièrement en ce moment parler de la construction de nouvelles centrales. Nous, sur la centrale nucléaire de Paluel, on a des gros chantiers, des grosses activités qui vont arriver d'ici quelques années. Tout ça, ça s'anticipe, ça se prépare pour être sûr que nos salariés soient en nombre suffisant et soient bien formés pour réaliser l'ensemble de ces activités. Donc moi, mon rôle là-dedans, c'est vraiment d'intégrer tous ces paramètres et de faire en sorte que lorsque les chantiers vont démarrer, par exemple pour nous, on ait les bons salariés, bien formés et prêts à réaliser ces activités pour être sûr qu'on ne soit pas en difficulté. D'accord. Donc il y a un côté Voilà. appréhender, voilà, préparer l'avenir. Ok. Tout à fait. Il y a un autre aspect, donc tu nous en parlais précédemment, mais il y a l'aspect quand même du recrutement. Est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Alors ça, ça s'inscrit vraiment dans ce que je viens d'évoquer. Là, sur la partie recrutement, c'est vraiment très, très concret. C'est vérifier avec nos services quel service a besoin de quel type de salarié, quel profil, quel niveau d'expérience professionnelle, pour qu'on puisse lancer le processus de recrutement, donc c'est-à-dire publier une offre, recevoir des CV, faire le tri, analyser les candidatures au regard des besoins du service, contacter les candidats, organiser les entretiens, les valider, et puis après Oui. tout le processus qui va derrière, ça va de la visite médicale à la rédaction du contrat de travail, sachant que quand on travaille sur une centrale nucléaire, il y a certains impératifs qu'il faut respecter. On est par exemple soumis à une enquête de préfecture. C'est une particularité que D'accord. vous voyez sur une centrale. On ne rentre pas sur une centrale comme on veut. Donc, il y a une fois qu'on a validé le profil de la personne qu'on souhaite recruter, on a un certain nombre d'étapes à faire, avec la préfecture notamment, pour vérifier que Ok. la personne aura bien droit de rentrer. Donc voilà, Ok. c'est D'accord. là sur le recrutement. Et ça vaut pour quelqu'un qu'on recrute en CDI, donc un salarié, mais c'est vrai également pour un alternant, pour un stagiaire comme colis, par exemple. Ok, d'accord. Un dernier aspect de ton métier, après on va regarder les questions parce que on commence à en avoir pas mal et merci beaucoup pour les personnes qui nous posent des questions dans le chat et qui réagissent à ce qu'on dit. Un dernier aspect de ton travail, Julien, et tu nous en parlais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce que tu fais dans cette démarche d'accompagnement justement? Alors là, c'est très individuel. C'est vraiment une personne qui vient, on fait plusieurs entretiens individuels. Donc, c'est vraiment, je rencontre le salarié personnellement et on fait le point. On dresse un petit bilan de tout ce que la personne a fait, de là où elle est rendue dans sa carrière. Et moi, mon boulot, c'est vraiment d'analyser concrètement qu'est-ce qu'elle souhaite faire maintenant. C'est quoi son Mhm. projet pour les 10, 15, 20 ans à venir et l'aider en fait à faire un travail de compréhension, d'analyse, en lui donnant les petits outils, les petites astuces et en lui posant plein de questions pour approfondir son projet. Et une fois que ce travail est fait, moi, mon rôle, c'est de faciliter justement l'étape d'après. Donc, mettre les salariés en contact avec les autres services, avec les autres centrales nucléaires, par exemple, ou même les autres entités, les autres entreprises qui sont présentes dans le groupe EDF. Parce que EDF, c'est un très, Ok. très, très gros groupe. Il y a des filiales de partout, il y a des activités très diversifiées et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, moi, mon boulot, c'est d'aider aussi les salariés à repérer un peu tout ça. Ok, merci beaucoup Julien, c'était super clair. On a pas mal de questions, donc je vais les poser là, les unes après les autres, puis on va y répondre ensemble. Alors, alors on avait Salut qui nous demandait quelle était la filière du bac pro de Colline, on y a répondu. On a Salut qui nous demande également comment on participe au chantier école. Alors, Euh, c'est chantier école, c'est vrai que il est au lycée. Mhm. Et c'est vrai que c'est facile C'est pendant vos formations, vous Oui, y voilà, accédez, c'est ouais. ça. Ok. Et toi, on fait comment typiquement? C'est quoi?
Bah, globalement, C'est des mises en situation. ouais, c'est des mises en situation. OK, d'accord. On va continuer avec les autres questions parce qu'on en a beaucoup. On a Noélia93 qui nous demande, c'est un métier très technique. Est-ce qu'il faut être fort dans quelque chose de spécial? Alors ça, je pense que oui. Non, globalement, ça dépend. Sur apprendre Ah, sur les manipulations, les les portes de charge, manipulations, tout les ça. ports de charge et tout ça. Mais sinon, non. D'accord, donc n'importe qui peut se décider à faire le même bac pro que toi. Il n'y aura pas des demandes particulières au niveau peut-être des notes dans certaines matières, etc. Non. Ok, d'accord. On a Myriam78 qui nous demande, qui nous pose deux questions en réalité. La première, la centrale de Flamanville recrute-t-elle des alternants? Et la seconde question, est-ce que vous avez un site où on peut trouver des stages ou des alternances? Alors oui, pour les deux questions. Ok. On a des personnes qui ont les mêmes missions que moi sur chaque centrale nucléaire. Donc, nous, sur Paluel, bon, là, pour le coup, c'est moi. Vous avez Panly. Et pour Flamanville, effectivement, on a aussi des RH, des personnes, des ressources humaines, qui gèrent toute la partie recrutement, alternance. Ok. Donc, pour retrouver l'ensemble des offres, que ce soit de stage, d'alternance ou d'embauche, de recrutement de salariés, vous pouvez vous connecter sur le site EDF Recrute. D'accord. Vous Ok. tapez ça sur internet et vous arrivez sur la page de toutes les offres d'EDF. Donc, faites bien les petites sélections pour choisir l'entité que vous recherchez. Ok. Merci beaucoup, Julien. On a également Alma qui nous demande, est-ce qu'il faut parler plusieurs langues? Par exemple, toi, Julien, est-ce que c'est un prérequis pour toi de parler plusieurs langues? Et dans les métiers que tu recrutes, est-ce que généralement on demande la maîtrise de plusieurs langues à part le français? Alors, c'est une excellente question et c'est une des spécificités d'EDF, c'est que nous sommes très franco-français. Donc non, l'important, c'est de parler français. Ok. On ne regarde pas l'anglais. C'est pas quelque chose qui est important. C'est un plus, bien sûr. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre sur votre CV, bien entendu. Mais dans notre fonctionnement, on est cadré, si vous voulez, par de la réglementation très française. Donc l'important, c'est vraiment d'être sur de la maîtrise du français. Et on vous demandera Ok. énormément de choses techniques. C'est déjà suffisamment compliqué de le maîtriser en français, pas besoin en plus de le maîtriser en anglais. J'imagine. Mais c'est intéressant, oui, je savais pas du tout que c'était aussi franco-français. Bah, c'est bien. Heureusement qu'on nous a posé la question. On nous demande aussi, bah, Noélia93, alors on nous parle des études qu'il faut faire pour faire ce métier. Il y a tellement de métiers chez EDF que je pense que ce serait difficile de répondre à la question. En revanche, on nous demande également s'il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que toi, Julien, tu es amené souvent à faire des déplacements professionnels? Alors, tout dépend ce qu'on entend par déplacement. En fait, on a, moi, au titre de mes activités, par exemple, je suis appelé à me déplacer, mais ça reste à proximité de la centrale. Donc, je fais le trajet dans la journée. De temps en temps, on va à Ok. Paris pour des réunions nationales. Par contre, sur les métiers techniques, euh, non. D'abord et avant tout, on est sur des salariés qui travaillent sur leur centrale pour le compte de leur centrale. Ça ne veut Ok. pas dire que ponctuellement, il n'y a pas des actions de formation qui nécessitent de se déplacer sur d'autres centrales. Nous, on a des salariés qui sont obligés de descendre dans la vallée du Rhône, donc dans le sud, pour aller se former, Ok. parce qu'on a des installations qui sont là-bas et qui nous aident à nous former. Après, on a d'autres entités, on a d'autres filiales, on va dire, ou structures au sein d'EDF qui, là, sont spécialisées dans l'appui technique, donc dans la réalisation d'activités pour l'ensemble des centrales en France. Où là où pour le coup, par contre, ils sont tout le temps en déplacement. Mais c'est voilà, c'est très Ok. spécifique. C'est hyper spécifique, ouais, à chaque, chaque secteur d'activité, en fait, chaque type de métier. Et c'est Exactement. comme, en fait, c'est comme pour la question sur les études, la question sur les déplacements, etc. C'est tellement immense, encore une fois, EDF, avec tellement de métiers différents,
que ce serait difficile pour Julien de nous donner une réponse exhaustive pour chaque personne et leurs activités respectives. L'année dernière, question de Mika avant de passer à Colline et de regarder un peu ce qu'elle fait au quotidien. Question de Mika, vous recrutez aussi vous recrutez aussi des stagiaires en 3e, c'est-à-dire les stages d'observation? Oui, alors on en recrute. Ce qu'il faut bien avoir en tête par contre, c'est qu'on le fait, on ne fait pas que bien souvent, je crois que c'est qu'avec des enfants, de salariés qui travaillent déjà chez EDF. C'est pas vrai. On recrute vraiment OK. tous les profils. Par contre, on a les mêmes contraintes d'accès et on est sur un environnement très particulier. Donc les stagiaires de 3e, malheureusement, ne peuvent pas tout voir, d'une centrale nucléaire. Oui, oui, ça paraît logique, l'air de rien. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué, d'avoir des enfants de 14 ans au centre, d'une centrale nucléaire. Et donc Mika qui complète sa question après les stagiaires de 3e, qui nous demande: «Est-ce que vous acceptez les stages d'observation non rémunérés?» Oui, oui, OK. oui, là-dessus, on est très ouvert, donc il y a pas de contrainte. On prend, là, d'ailleurs, on est justement en pleine phase de validation des conventions des stagiaires de 3e qui viennent pour le stage d'observation. C'est, 3 jours, 1 semaine et il y a aucun souci pour le faire. OK, super. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes ces questions. On va aller, prêter attention, donc au quotidien et aux études de Colline. Alors Colline, voilà, si tu peux, nous répondre, enfin fais les réponses que tu veux. Si on a besoin d'étoffer un peu plus, je poserai de plus amples questions. Donc il y a un aspect de ton quotidien qui est, l'aspect maintenance. À quoi ça correspond en fait, la maintenance? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Concrètement, je fais, hem, à vrai dire, je fais un peu de tout. Comme je disais, tout à l'heure, hem, il y a la logistique. Oui, oui, mais en fait, ça, on va le voir que tu fais de la logistique. On a vu qu'il y avait plusieurs points que tu faisais au quotidien, mais c'est juste pour que les gens qui nous regardent comprennent un peu ce qui se passe derrière, enfin, ce qui se cache derrière chacun de ces termes. Par exemple, qu'est-ce que c'est la maintenance, qu'est-ce que c'est la logistique, etc., etc. Donc, c'est vraiment juste pour expliquer un petit peu. Par exemple, la maintenance, tu nous as dit, quand on préparait ce live, que la maintenance, c'était apprendre à s'assurer de la qualité et assurer la sécurité. Tu C'est vois ce ça, que je veux oui. dire? Oui. Donc il y a de la maintenance. Tu nous parlais de la logistique également. Alors qu'est-ce que c'est que la logistique, si tu peux nous l'expliquer un petit peu? Ah. Tiens. La logistique, globalement, on fait, surtout, de l'échafaudage et puis aussi de la radioprotection. Ouais. Mais globalement aussi, c'est pour, s'informer, mais aussi, préparer les interventions aussi. OK, d'accord. On nous a signalé, qu'il y avait un apprentissage pour gérer les matériaux. Ça correspond à quoi? C'est quoi les matériaux? C'est globalement, la, Expliquer ça simplement, c'est compliqué. c'est vrai que c'est compliqué à, C'est tout Si c'est trop compliqué, on peut passer à autre chose, hein, si tu veux. Dis-moi, hein, je veux pas te expliquer, là-dessus. OK. Donc il y a de la maintenance, il y a de la logistique, comme vous nous avez expliqué et il y a aussi apprendre les gestes techniques. Quel genre de gestes techniques tu peux être amené à faire? La Globalement, il y a un peu tout dans le sens où il y a la robinetterie, électro, Parce qu'on va sur la vidéo, en fait. ouais, enfin, ce qu'on voit sur la vidéo globalement. Donc ça, de la soudure, par exemple, C'est ça, la soudure. donc Puis, soudure, chaudronnerie, robinetterie, électricité. c'est ça. OK.
Donc, toi et ton quotidien, en fait, entre le lycée et le site, en fait, sur lequel tu travailles, ça se répartit comment? Est-ce que tu es plus souvent au lycée? Est-ce que tu es plus souvent sur site? Est-ce que tu fais beaucoup de théorie? Est-ce que tu as beaucoup de pratique? Comment est-ce que ça se déroule? Donc, globalement, je suis plus au lycée, mais à côté, je fais des PFMP, donc c'est des périodes de formation milieu professionnel. Donc, c'est des stages, mais c'est pas de l'observation. Je peux un peu plus manipuler les choses. Tu peux mettre un Donc, peu la par main à la exemple, pâte. c'est ça. OK. Et globalement, ça consiste à un peu plus Plus de technique. de technique. OK, d'accord. Bah, c'est très clair. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur, l'établissement dans lequel Colline étudie. Vous avez vu, la vidéo, au début. Je ne sais pas si ça vous a donné envie. Moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Si j'avais le choix, ça m'intéresserait vachement, de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensuite? On va voir, bah, vos parcours. Enfin, on va comparer déjà, on va regarder la carte d'identité de vos métiers, mais étant donné que Julien travaille et Colline étudie, voilà, ça va être assez court. Le rapport entre vous, je pense que tout le monde a compris, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel est le lien au sein de l'entreprise entre vous deux? Alors, le lien, il est très, très, très léger, dans le sens où moi, j'ai rencontré Colline au titre de ce live métier. Donc, en fait, Colline réalise là, en ce moment, ses périodes d'alternance, enfin de stage de PFMP, pour utiliser le terme exact, auprès d'une des entreprises donc prestataires, donc une entreprise partenaire du CNPE de Paluel, donc d'EDF, et qui travaille sur le site. Donc OK. là, notre lien, il est, comment dire, assez distant dans le sens où moi, je m'occupe des salariés EDF. J'ai aucune vision sur ce qui se passe dans l'entreprise dans laquelle Oui. Colline travaille. OK. Mais si elle était salariée, oui, probablement, mais Oui, là, pas tellement. c'est ça. Ou Hem même stage, voilà, c'est moi qui les gérerais, enfin qui aurais géré toute la partie convention, et cetera, et cetera. OK. Au niveau des horaires week-end, d'une semaine type et cetera et cetera, Colline, bah, j'imagine que tu as les horaires, bah, des étudiants de France, en fait, des lycéens de France. Comment ça se répartit? Tu as combien, de temps au total, de formation professionnelle? Et ensuite, bah, le reste du temps, c'est combien de temps, de semaines de cours, quoi? Les cours, c'est 17h ou 16h. Enfin, ça, là-dessus, C'est classique. c'est classique. Après, c'est vrai que si vous habitez loin du lycée, c'est vrai que les trajets, c'est assez long. Donc, moi, par exemple, j'ai 1 heure de trajet. OK. Ah oui? Il y a des internats, ça existe. Mmh. Mais moi, globalement, c'est pas trop mon truc. Donc, ouais, j'ai 1 heure de bus le matin et le soir. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je rentre le soir, il est 19h, 18h. D'accord et donc comme je demandais, tu as combien de semaines, sur site? Combien de semaines, de formation professionnelle au total dans l'année? 4 semaines. C'est 4 semaines. Ouais, si, c'est C'est 4 4 semaines. semaines. Après, il y a 2 stages aussi. Donc, en tout, ça fait Ça globalement fait, je sais plus, c'est 6, ouais. 6 ou 8 semaines. 6, ouais, 8 semaines. 6 ou 8 semaines dans l'année, d'accord. Donc le reste du temps, tu es en études et ces 6 à 8 semaines-là, tu es en formation professionnelle. C'est ça. Et Julien, au niveau, bah, de toi, de ton métier justement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as des horaires classiques? Est-ce que tu as des vacances comme tout le monde? Ou est-ce que tu es amené à faire, peut-être des heures supplémentaires, à travailler en soirée? Comment est-ce que ça se passe? Alors moi, c'est un peu plus compliqué. Je suis cadre, bon ça parle peut-être pas forcément, mais je travaille en fait sur un rythme, où j'ai pas d'horaire. J'ai pas d'heure Mmh. particulière à faire. Moi, l'impératif, c'est que j'atteigne les objectifs qui me sont fixés, au titre de l'année. Donc potentiellement,
si je le décide et si je considère que mon activité me permet de m'organiser comme ça, je pourrais très bien décider de faire qu'1 heure par jour. À Mmh. l'inverse, si il y a un coup de bourre, il y a des impératifs, il y a des choses qui avancent pas assez vite, je peux me retrouver à faire 10, 11, 12, 13 heures Ouais, dans une journée. Donc voilà, je fonctionne en fait avec alors je travaille 5 jours par semaine, du d'accord. lundi au vendredi. J'ai des congés, j'ai des vacances comme tout le monde. Je m'organise pour les prendre. Par contre, voilà, il faut qu'au bout du bout, en fin d'année, mes objectifs soient atteints. OK. Heu, alors je vous en ah oui, c'est bon, tout va bien. Donc Julien, tu travailles, plutôt en solo ou en équipe? C'est une très bonne question. Je travaille en équipe. Je suis en comment dire? En pilotage. Donc c'est moi qui vais, gérer, qui vais prendre des décisions, qui vais cadencer un peu la réalisation de mes activités. Par contre, j'ai besoin, pour y arriver, de travailler avec, des managers, donc avec des chefs de service. Je suis régulièrement en lien avec la direction de mon unité et je travaille beaucoup avec, mes collègues au sein de mon service sur, d'autres aspects Mmh. qui sont liés à mes missions et pour m'appuyer, j'ai 2 alternants, 2 alternantes d'ailleurs, D'accord. qui travaillent avec moi et sans lesquels, clairement, je n'arriverai pas à faire tout ce que j'ai à faire. Donc c'est un vrai OK, travail d'équipe. donc c'est un vrai travail d'équipe. Et du coup, je me demandais, ah oui, alors déjà, Colline, toi, quand tu as tes semaines de formation professionnelle, j'imagine que vous venez sur le site en groupe? Tu es jamais, toute seule, ou alors si, peut-être que tu es seule avec des formateurs? Oui, je suis souvent seule avec, ma tutrice Mmh. ou ouais, avec ma tutrice, je suis souvent seule. Après ça dépend, si on va, par exemple, sur le terrain, Mmh mh. heu globalement, je peux, être, en groupe, en équipe, OK. voir comment ça se passe, les interventions. Globalement, c'est ça. OK, donc un petit peu des 2. Et au niveau de l'environnement de travail, donc Julien, est-ce que tu es plutôt, dans un bureau? Est-ce que tu es dans une centrale? Où est-ce que c'est quoi? À quoi ressemble ton environnement, de travail la plupart du temps? Alors la plupart du temps, donc moi je travaille sur la centrale, OK. dans un bureau. Voilà, Par contre, les 2. je suis voilà, mais je suis très, très, très rarement derrière mon bureau. D'accord, J'ai mon bureau attitré. Par contre, voilà, je suis très souvent, dans les services, à la rencontre justement des managers, à la rencontre des chefs de service, pour discuter avec eux, faire le point sur leurs besoins, sur la situation de leur service et d'accord. de par mes missions, je suis aussi souvent, à l'extérieur de la centrale pour, soit rencontrer des candidats, parce que c'est trop compliqué de les faire rentrer sur site, donc on les rencontre dehors, comme là, aujourd'hui, là où on est. Et je suis appelé aussi de plus en plus à aller à la rencontre des jeunes, dans leur, centre de formation, en lycée, au lycée, en comment dire? En CFA ou même à la fac ou dans les écoles d'ingé. Mmh mh. Donc je suis très souvent en déplacement, sur le territoire. OK, d'accord, donc en fait, c'est pas tant un métier de bureau que ça. Non. Et Colline, du coup, j'imagine que ton environnement de travail, ça varie entre le lycée et la centrale? Oui, en quelque sorte, oui. C'est vrai que c'est pas pareil que le lycée. C'est vrai que c'est pas du tout pareil. Il y a plus de on bouge un peu plus, puis c'est vrai Mmh. qu'on n'est pas vraiment tout le temps, derrière nos bureaux et c'est vrai que c'est intéressant. OK, super. Moi, je me demandais, respectivement, est-ce que vous pouvez me dire, ce que ça vous apporte? Donc Julien, ton métier au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte? Et Colline, tes études, ce choix d'études que tu as fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Donc Julien, pour commencer. Alors moi, ce que ça m'apporte, c'est ce qui est hyper important pour moi, c'est que j'ai l'impression, et le sentiment de, contribuer à la réussite de ma centrale. Donc faire en sorte que, OK. ça fonctionne bien. Une centrale nucléaire, c'est pas une chocolaterie, donc on a des impératifs très spécifiques. Voilà, juste à côté, là, il y a,
4 réacteurs qui tournent, voilà, c'est de l'uranium, c'est une puissance phénoménale qui est déployée, qui est développée. Il faut faire en sorte que, bah, tout se passe bien, que tout fonctionne bien et que, bah, qu'on ait le moins d'impact possible sur notre environnement. Moi, dans mes missions, ça peut paraître assez éloigné, mais j'ai vraiment le sentiment de contribuer à ces objectifs-là parce que, bah, je fais en sorte que tous nos services, tous nos métiers, soient en capacité de respecter ces objectifs et de les atteindre. Donc c'est OK, ouais. d'accord. OK. Et Colline, qu'est-ce que ça t'apporte dans ce choix d'orientation que tu as fait et ton quotidien enfin, en apprentissage comme ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, de un, ça m'apporte la connaissance qui est Mmh. un peu important. Et après, c'est vrai que, comme Julien il a dit, c'est vrai, se donner des objectifs et puis réussir aussi. Mmh. Ça donne envie justement d'avancer et puis de. Ah puis c'est très concret, toi, pour Ouais, le coup. c'est vrai, c'est très concret. OK, et donc ça vous apporte plein de choses. Est-ce qu'il y a des points un petit peu moins positifs? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, où il faut en avoir conscience, peut-être avant de se lancer et connaître les points, un petit peu plus, enfin un peu moins positifs en tout cas? D'un côté, je dirais que ce serait un peu plus. Ça dépend en fait. Ça dépend des. C'est vrai que cette question-là, elle est très. Ouais, très personnel. Ouais, c'est très personnel. Bah, ça peut être, enfin ça peut ne pas être personnel, hein, ça peut être juste, dans les enjeux, de travailler dans une centrale ou ça peut être, par rapport à des a priori, ça peut être plein de choses, hein. Bon, après, Après si vous avez pas d'idée, ah bon, là, j'ai. Non. et Julien? Alors moi, ce qui est compliqué, c'est, bah, malheureusement, bon, dans mes missions, généralement, c'est plutôt très positif parce que, bah, on recrute des gens, on voit du monde, on fait en sorte d'apporter des solutions aux gens. Par contre, ce qui est vrai, c'est que, les ressources humaines, c'est aussi bien souvent, bah, les personnes qui disent non, qui vont dire non à un Mmh. projet, qui vont dire non à un recrutement, qui vont dire non à, j'en sais rien moi, une évolution d'organisation et cetera. Parce que d'un point de vue juridique, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les moyens financiers et cetera et cetera. Ça peut être un peu frustrant. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, bah, c'est pas toujours tout rose, ça se passe pas toujours comme on veut. Il faut savoir le gérer et surtout, il faut savoir l'expliquer et ça peut être Mmh. compliqué. OK, je comprends. On a une question de Myriam78 qui nous demande, il faut avoir quel âge pour faire un bac pro? Bon, il n'y a pas Il y a vraiment. pas Il n'y a d'âge? pas d'âge. Non, il n'y a Alors pas. minimum, Minimum, allez, c'est. ça va être 16 ans? Ouais, Même pas avant même puisque tu pas. commences c'est 14 ans. Ouais, c'est 14 ans, globalement, ouais. 14 ans. Donc minimum 14-15 Il n'y a ans, pas de. donc l'entrée en seconde quoi, un truc comme ça? Et est-ce qu'il y a un âge maximum ou est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent, même une fois passé 18 ans, revenir faire un bac pro et cetera, ça arrive ça? Oui, oui. Ah oui? Oui, ça arrive. OK. Et Noélia93 nous demande, est-ce qu'il faut faire obligatoirement un bac pro pour rentrer à EDF ou est-ce qu'on peut faire un bac général aussi? On alors, on peut faire un bac général, par contre, on va chercher beaucoup, alors déjà, premièrement, on recrute au niveau bac pro, ça oui, OK. mais on va chercher plutôt effectivement enfin, justement, des bacs pro plutôt que des bacs généraux, Ouais. puisque les bacs pro ont appris un métier. Quelqu'un qui Oui. sort avec un bac général, on va dans ce cas-là plutôt l'orienter sur une poursuite d'études, sur un BTS, un DUT, heu heu, qui va former la personne à un métier. OK. Oui, ça a du sens, oui.
OK, OK. Merci beaucoup pour, avoir répondu à ces questions. Mais justement, à propos de bac et de formation, on va regarder, vos parcours. Alors, Julien, toi, tu as commencé par un bac SES, enfin un bac ES, il me semble, que non? SES? ES. ES, oui, c'est ça, un bac ES. Donc, pour les personnes qui n'ont plus, ces types de bacs-là, c'était un bac, économique, enfin, c'est économique et social. Quel type de matière, on faisait, particulièrement en ES? Est-ce que tu peux nous dire? Alors ça commence à remonter. Je J'avais crois qu'il beaucoup y avait de l'économie, enfin, des sciences beaucoup d'éco, économiques et sociales. exactement, beaucoup d'économie, beaucoup de sociologie également. C'était en fait, c'était les modules principaux. Après j'avais des maths, j'avais du français, j'avais de la philo. Mais ouais, les gros modules, c'était, économie, donc sciences et économie. Donc en gros, c'était les grandes théories, les grands principes, qui dirigent l'économie, et qu'on peut retrouver dans le monde, alors dans ces différents aspects. Beaucoup de sociologie également, donc là, c'est pareil, c'est des grands concepts, Mmh. des grandes, comment dire? Des grandes, Des thématiques, grandes lignes, quoi. Une grande exactement thématique. sur, comment fonctionne notre société, comment on est constitué, et cetera, et cetera. Donc c'est, l'intérêt de cette formation, enfin moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est justement travailler cet esprit critique, la prise de recul, heu Mmh. même si, bah, malheureusement, enfin, étant nul en maths, j'étais autant en sociaux qu'en éco, mais voilà, ça apporte mine de rien, une comment dire? Une capacité de compréhension du monde dans lequel on évolue. Oui, et ça doit te servir après dans ton quotidien, maintenant en RH, forcément ça intervient à un moment donné, même si on va le voir, tu as fait d'autres études, mais ça donne un bon socle pour commencer. Tout à fait, tout à fait. Alors après ce bac ES, tu as fait, une fac de droit et tu es allé, jusqu'au master 2, félicitations, Merci beaucoup. heu, jusqu'au master 2 en droit du travail et des ressources humaines. Donc là, tu étais déjà, plus ou moins dans le vif du sujet. Ouais, alors c'était, oui, je suis allé jusqu'au master 2, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Pour tout vous dire, en fait, en sortant de mon bac, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas où je voulais aller. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait pas de matière scientifique parce que c'était une catastrophe. Donc j'ai Tu essayé, les évitais. ah bah, en fait, mais c'est ça qui m'a orienté. C'est je me suis dit: «De dans quoi je me lance, peu importe, mais il faut pas qu'il y ait de maths». Donc je suis allé en droit. D'accord, J'ai OK. fait une fac de droit, mais vraiment sans savoir ce que je voulais faire derrière. Donc mes 2 premières années de licence ont été compliquées. Mmh. J'ai validé la première année au rattrapage. Arrivé à la fin de la deuxième année, j'étais encore au rattrapage et là, c'était, bah, soit je valide et je continue, sans savoir ce que je ferai après, soit j'arrête tout et je fais un CAP boulangerie. Ah C'était oui, le schéma. d'accord. OK. Voilà. Bon, j'ai validé ma deuxième année, donc j'ai continué et en fait, c'est qu'arrivé qu'en troisième année de licence où j'ai découvert le droit social, donc le droit du travail, le droit de la santé, de la protection sociale. Et là, il y a eu un déclic. C'est là où vraiment je me suis dit: «C'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je veux aller». Et puis, bah, voilà, j'ai validé ma licence, de façon beaucoup plus facile que les 2 premières années, et j'ai eu l'opportunité de continuer sur un master, donc un master 1 en droit social et un master 2 que là j'ai fait en alternance, donc un master 2 effectivement en droit du travail et gestion des ressources humaines. D'accord, et là, donc tu étais, ton alternance, c'était celle que tu as faite chez Thales? Oui, c'est ça. Donc j'étais, sur des missions de juriste en droit du travail, au sein de Mmh. Thales, donc enfin, une des sociétés du groupe Thales en région parisienne, où j'ai fait donc, bah, mon alternance de master 2 et j'ai eu la chance d'être recruté derrière en CDD puis en CDI sur ce poste-là, donc en tant que juriste en droit social. C'est comme ça que j'ai commencé, dans le monde du travail, au sein de cette société. OK. Ah oui, d'accord, donc bien joué, et cette fac de droit, c'était laquelle, par curiosité? Alors j'ai fait, 3 facs différentes. J'ai fait mes 2 premières années OK. de licence à l'université de Caen, Basse-Normandie. Mmh. Et après, j'ai fait le choix de partir en région parisienne, justement en me disant: «Bah, derrière, ce sera plus facile pour trouver du boulot». Donc je suis parti, j'ai fait ma troisième année de licence et mon master 1 à Paris 10 Nanterre OK. et mon master 2 à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Ah oui, donc tu as vraiment tu as fait un itinéraire, des facs,
de plusieurs Exactement, départements, quoi. OK. Et donc suite tout à fait. à ce travail chez Thales, donc tu nous as dit, tu as eu ton alternance, ensuite un CDD, ensuite un CDI. Tu es resté combien de temps chez Thales? Au total, j'y suis resté un peu moins de 3 ans, donc D'accord. ça peut paraître un peu court. Ou bah, non, c'est notre génération, on a tendance à Ouais. passer d'entreprises à d'autres, assez enfin plus rapidement que nos aînés en tout cas, donc je ça me choque pas. Et donc suite à ça, tu as intégré EDF. Comment ça s'est fait? Comment la passerelle entre les 2 s'est faite? Alors, ça s'est fait, de manière très personnelle, dans le sens où, bah, déjà donc le poste que j'occupais était très compliqué, pour un jeune de 23 ans qui sort d'études. J'avais beaucoup de responsabilités, sur des dossiers très compliqués. Donc clairement le poste, enfin, vu d'aujourd'hui, pour moi, le poste était trop important. D'accord. Donc j'ai décidé, bah, alors déjà de voir avec Thales s'il n'y avait pas moyen de trouver autre chose. Donc malheureusement, il n'y avait pas d'opportunité. Donc j'ai cherché, voilà, j'ai regardé un peu les offres qu'il y avait ailleurs et j'ai découvert donc un poste, donc à l'époque de consultant en ressources humaines, OK. sur la centrale nucléaire de Cruas, donc qui est en dessous de Lyon, D'accord. et voilà, qui cherchait avec une compétence juridique. Donc bah, j'ai déposé ma candidature et puis en me disant: «Bah, on verra bien», et bah, j'ai été retenu, j'ai été validé, donc j'ai démissionné de Thales, et j'ai fait le choix de rejoindre EDF, comme ça. OK et bah, voilà, bah, ça a bien fonctionné, visiblement, puisque maintenant aujourd'hui tu es pilote d'affaires relations humaines toujours chez EDF. On a une question de la part de Tom76, pour Julien. Ça ne met pas trop la pression ou en tout cas le stress de travailler dans cet environnement, l'environnement du nucléaire du coup? Heu, alors si, clairement, ce qu'il faut, enfin, pour vous donner un exemple, j'ai revu il y a pas longtemps la série Tchernobyl. Bon, ça, voilà, ça repose un peu le contexte dans lequel on travaille. Donc oui, alors bien heureusement, enfin heureusement, on a tiré les enseignements de ce qui s'est passé à Tchernobyl, donc on n'est pas du tout sur les mêmes installations et pas du tout sur les mêmes risques, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Mais pour autant, on garde malgré tout bah, le fait que oui, effectivement, on produit de l'électricité avec de l'énergie nucléaire. C'est pas anodin, on fait pas n'importe quoi, donc il faut bien le mesurer. C'est pas stressant, il y a pas d'angoisse particulière. Je veux dire, on n'a pas l'impression qu'on va sortir de là, en étant fluo et avec un troisième bras qui nous pousse. Mais voilà, on sait qu'on ne fait pas n'importe quoi, on sait qu'on a un devoir de rigueur qui est extrêmement important et pour nous tous, y compris moi, filière ressources humaines où je touche pas à la machine. Malgré tout, voilà, il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit vigilant. Mais il y a pas de stress au quotidien à se demander quand est-ce que ça va exploser, encore heureux. J'espère. C'est rassurant en tout cas pour les Français qui regardent de se dire que bon, on a quand même moins de risques, on a moins de chances aujourd'hui, de vivre, le genre de choses, terribles qui a pu se passer, comme à Tchernobyl. On a une question de Myriam78 qui nous dit: «Mais en fait, pilote d'affaires ressources humaines, c'est comme, directeur des ressources humaines?» Alors, on est, sur certaines entreprises de taille plus petite que, ce qu'on peut trouver, au sein d'EDF, oui, clairement, ce que je fais, relève beaucoup des missions d'un directeur des ressources. Après, les RH, les ressources humaines dans leur ensemble, ça recouvre énormément de choses. Moi, je suis sur la partie, on va dire, emploi. À côté de ça, Mmh. vous avez les relations sociales, donc les relations avec les organisations syndicales. Vous avez toute la partie juridique, contentieux, le réglementaire, le temps de travail, j'en sais rien moi, la gestion des grèves, Oui, la gestion, comment dire? Comment je vais appeler ça pour faire simple? De la rémunération. Donc OK. il y a énormément de choses en fait, au-delà de ce que je fais, qui rentrent dans les ressources humaines et pour le coup, un DRH, comme sur une centrale ou comme dans les grosses structures, son boulot va être de décider des orientations stratégiques des ressources humaines dans leur ensemble. OK.
D'accord. Voilà. Bon, voilà, la différence est claire. Merci beaucoup, Julien. On va passer à Colline. On va regarder un peu son parcours. On avait juste des questions. Alors, pour Colline, premièrement, Alima, 3e B, nous demande, c'est pas trop difficile d'être une fille dans ce milieu? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. À vrai dire, de ma part, au début, donc ma seconde, c'est vrai que dans la classe, j'étais la seule fille. Ok. Et c'est vrai que ça met un peu la pression, mais sinon, de ma part, ça m'a pas bloquée. Il faut juste être courageuse et forte et puis avancer, quoi. Faut pas se bloquer sur un petit Ouais. truc. Tu dis en gros qu'il faut pas prêter attention, même si tu es la seule fille ou qu'on peut te faire des remarques par rapport à ça. Il faut rester Voilà, concentré sur son objectif et avancer, quoi. voilà, avancer. Ok. Et une question de Julien, 3e B. Pourquoi Colline a choisi ce métier et en quelle classe est-elle passée en bac pro? Enfin, en pro. Donc, pourquoi ce métier? C'est vrai que moi, au collège, j'aimais pas trop rester assise sur une chaise. C'était pas vraiment mon truc. Je préférais un peu plus bouger. Donc, c'est vrai que je me suis informée sur les forums des métiers. Mhm. Et du coup, je sais que mon frère a déjà participé à cette filière teen. Et du coup, j'ai pu avoir des informations. Et je me suis dit, pourquoi pas découvrir plusieurs métiers, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis dans cette filière-là. Ok, d'accord. Alors toi, tu as commencé aussi dans ce côté très industrie, très très jeune. Tu as fait ton stage de 3e dans une société de tuyauterie et chaudronnerie. C'est ça. Ok, donc il y avait déjà ce côté assez C'est technique, assez manuel. C'est quelque chose vraiment qui te... mais c'est vrai qu'après, c'était que de l'observation sur ce stage. Donc, c'est vrai que j'ai pas pu manipuler ou faire des gestes techniques, mais c'est vrai qu'après, j'ai pu observer comment ça se passait en équipe, comment ils communiquaient entre eux, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Ok. Donc ensuite, ton cheminement. Alors, je vois prévention des risques. Qu'est-ce que c'était? À quoi ça correspond, prévention des risques? Alors, du coup, grâce à ma filière, j'ai pu vraiment choisir ma voie, donc la prévention des risques. Et la prévention des risques, c'est vraiment globalement juste prévenir s'il y a un danger danger, ou ouais. un risque dans la centrale, quoi. Ok. Et dans le futur, tu dois donc faire un BTS environnement nucléaire. Qu'est-ce que c'est environnement nucléaire? Bah, c'est clairement ce qu'on fait, c'est la filière teen, quoi. C'est la suite. C'est la suite, quoi. Ok. C'est la suite logique de ton parcours actuel. Ok, en tout cas, je te souhaite d'accéder à ce BTS et que tout se passe bien et que tu puisses travailler dans ce qui te plaît et ce qui t'intéresse dans le futur. On va juste aller conclure ce live avec les clichés qui sont rattachés bah, voilà, vos métiers, à l'univers dans lequel vous évoluez. Donc, Bader, voilà, vous avez donné le même cliché. Enfin, le cliché inversé. Donc, Julien, le cliché DRH, c'est que ce n'est fait que pour les femmes. Et Colline, le cliché pour toi, c'est ce n'est fait que pour les hommes. Alors, je pense qu'on peut répondre à ces deux clichés en même temps. Julien, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Oui, c'est bon. Alors, moi, là-dessus, c'est très simple. C'est vrai que, que ce soit la fac de droit ou même derrière la filière ressources humaines, c'est très majoritairement féminin, c'est vrai. Mhm. Pour autant, voilà, il n'y a pas que des femmes dans ce métier-là. Il n'y a pas que. On a souvent la perception, filière RH, c'est il faut être sensible, il faut avoir beaucoup d'empathie, etc., etc. Et traditionnellement, c'est ce qu'on donne plutôt plutôt aux femmes qu'aux hommes. Oui, c'est des qualités dont on a besoin, bien sûr. Pour autant, voilà, ce stéréotype de dire c'est plutôt féminin que masculin, il ne tient pas du tout.
On a aussi la situation de se dire, oui, il y a beaucoup de femmes, mais les seules personnes qui ont la responsabilité de DRH ou même plus haut, ce sont des hommes. Ce n'est pas vrai non plus. J'ai l'exemple chez nous, ne serait-ce que là sur la centrale nucléaire de Paluel, le DRH est une DRH. Et là, au niveau direction ressources humaines qui chapeaute l'ensemble des centrales nucléaires françaises, c'est une DRH également qui est à la tête de la filière ressources humaines de l'ensemble des centrales. On est très peu d'hommes, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que c'est une filière qui fait appel, qui a des compétences ou des a priori qu'on peut avoir sur la population féminine. Et de la même manière, quand on est dans des travaux, dans des métiers plus techniques, des métiers de l'industrie manuelle, etc., on a le cliché que c'est fait que pour les hommes et en réalité, non. Donc, même si, Colline, comme tu nous le disais, tu étais une des seules filles dans ton bac pro, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour toi. C'est fait pour les personnes qui en ont les compétences. Je continue avec un cliché que Julien nous a donné. Il n'y a que des métiers manuels. Donc, tu es bien la preuve que non, mais tu peux peut-être développer un petit peu. Oui, complètement. Et là-dessus, je rebondirais d'ailleurs aussi sur le fait que dans nos métiers manuels, il n'y a pas que des hommes. Voilà, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, bien au contraire. La preuve de Colline, mais on a, voilà, aujourd'hui, dans nos métiers techniques, on a de plus en plus de femmes. C'est pas toujours évident dans certaines filières, c'est vrai. Mais voilà, il ne faut pas partir du principe que parce que c'est du technique, parce que c'est des manuels, c'est de la chaudronnerie, il faut avoir des gros bras et être capable de porter des super grosses charges, donc être un homme. C'est pas vrai. C'est ce qu'a dit Colline tout à l'heure. Et donc, effectivement, nous, sur la centrale, oui, il y a des métiers manuels, on en a besoin, mais on n'a pas que ça, y compris dans les métiers techniques. Je prends un exemple très concret. On a un service qui est spécialisé dans la chaudronnerie, la robinetterie, là-dedans, on a des gens qui vont être des techniciens, donc qui vont intervenir sur l'installation, mais on a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des chargés d'affaires ou des préparateurs, qui là sont des personnes avec des vraies compétences techniques, donc qui connaissent l'installation, qui savent dire comment elle fonctionne, comment fonctionne telle ou telle machine, tel ou tel circuit, etc., mais qui n'ont pas vocation à intervenir techniquement. Ouais. Eux, donc leur travail va être justement d'être des référents techniques ou de préparer des interventions, préparer des chantiers qui vont devoir se passer. Voilà, donc on est sur, alors à côté de ça, on a des ingénieurs, on a des chimistes, on a des laborantins, et dans tous ces métiers-là, oui, il y a vraiment des hommes et on a des femmes. Pas besoin d'être voilà, des hommes et des femmes, et pas que du manuel. Et pour conclure, Colline, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce cliché? Et après, on va terminer ce live. Ça recrute partout. Après, je peux dire. J'ai pas entendu, pardon, Colline. Ça recrute partout. Ça recrute partout dans ce milieu-là, donc les gens qui pensent qu'il y a pas beaucoup de débouchés font probablement erreur, enfin, a priori erreur. Merci beaucoup Julien et Colline d'avoir été avec moi pendant ce live, de nous avoir parlé, fait découvrir un peu votre univers, de nous avoir un peu révélé les secrets d'EDF et du nucléaire, enfin pas vraiment, pas tous les secrets, mais quand même un petit peu. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup à l'AR2I d'avoir permis ce live. Dans le cadre de la découverte des métiers de l'industrie, on vous rappelle que le prochain live a lieu tout simplement cet après-midi à 15h. Ça vous permettra de découvrir les métiers autour de la construction et des matériaux. Merci beaucoup à la régie, Solal, Apolline et Sébastien. Merci beaucoup d'avoir permis que ce live se déroule sans accroc et sans problème. Sachez que si ce live vous a plu, vous pouvez participer au concours « Je filme le métier qui me plaît » et réalisez-vous aussi une vidéo de 3 minutes sur le métier de votre choix. Et la finale se tiendra au Grand Rex à Paris pour la remise de prix avec Danny Boone. Merci encore Julien, merci encore Colline. C'était très intéressant ce live avec vous. Et merci pour les personnes qui nous ont regardés, qui ont posé des questions, qui ont interagi. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très vite et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.